C'est ça, rendez-vous au brainstorming de tomorrow. Mais dites-moi, mon bon monsieur, pourquoi vous téléphonez avec une pomme? Parce que je suis fan d'Apple. Merci, merci. Hello ho. Aujourd'hui, nous allons parler des futurs projets d'Apple qui définiront plus ou moins la matrice technologique des années à venir à court, moyen et long terme. Et on commence par l'iPhone. Cette année, ce sera le 12S ou l'iPhone 13. Nous devrions avoir une encoche plus fine mais pas réduite. Et surtout l'intégration de Touch ID sous l'écran en complément de Face ID. À terme, nous aurions très probablement eu le droit à cette fonctionnalité, mais le contexte sanitaire avec le Covid-19 et ses différents variants ont probablement poussé Apple à accélérer le calendrier. En soi, un retour de Touch ID est le bienvenu, outre le fait qu'à l'extérieur avec les masques, évidemment Face ID est inutile. Il arrive parfois que nous n'ayons pas forcément envie de mettre notre iPhone devant notre petit minet. Par exemple, lorsqu'il est posé à plat sur une table, la combinaison de ces deux facteurs d'authentification sera parfaite. Notez que sur les iPhones d'entrée de gamme, moyen de gamme, Touch ID pourrait être ajouté non pas en dessous de l'écran, mais sur le bouton d'allumage qui se trouve sur le côté de l'appareil, comme certains modèles d'iPad actuellement. Nous aurons également le droit à la technologie ProMotion, soit un taux de rafraîchissement à 120 Hz au lieu de 60 Hz, lequel permet d'avoir des animations beaucoup plus fluides, notamment pour le scrolling, doublé d'un écran LTPO qui permettra au contraire de passer en dessous de la barre des 60 Hz pour une animation fixe. C'est déjà le cas de la dernière Apple Watch qui permet par exemple d'afficher l'heure sans consommer beaucoup d'énergie. Le fait que nous n'ayons pas eu le droit à ProMotion en 2020 est probablement dû au fait que Apple avait vraiment envie d'avoir cet écran LTPO qui lui permettra d'économiser beaucoup d'énergie en termes de batterie. Nous aurons également un nouveau capteur ultra grand angle pour les zooms x0,5, plus performant, plus détaillé. Les capteurs externes devraient abandonner leur protubérance pour devenir totalement plates. Le scanner LiDAR qui permet une cartographie 3D des lieux extérieur pourrait être généralisé sur les modèles d'iPhone hors haut de gamme. Ce scanner sera notamment utile pour la photographie dite computationnelle, soit la combinaison de la photographie traditionnelle avec ses capteurs et optiques, et les traitements d'images permis par les processeurs miniaturisés type A14 Bionic, A15 par la suite, etc. Histoire, pourquoi pas, d'avoir une qualité qui concurrencerait véritablement les réflexes, ou pas. Un scanner LiDAR, je ne suis absolument pas certain de la prononciation au passage, sera également utile en matière de réalité augmentée, à savoir l'affichage d'éléments virtuels dans un environnement réel. Mais là encore, dans l'immédiat, nous ne parvenons pas à percevoir le potentiel de la réalité augmentée, et c'est bien normal. Du côté des téléobjectifs, nous devrions avoir la possibilité d'avoir un zoom optique x5, voire davantage. Du côté de Samsung, ces derniers ont récemment combiné plusieurs téléobjectifs avant d'avoir des zooms, notamment numériques, particulièrement impressionnants, ce qui permet par exemple d'espionner son voisin ou sa voisine dans le plus grand des calmes. L'écran OLED actuel, soit une technologie de pixels auto-émissifs qui permet d'avoir des noirs absolus, un contraste infini, devrait être remplacé par le micro-LED, soit des pixels auto-émissifs mais qui, contrairement à l'OLED, bénéficient d'une résistance accrue. Le micro-LED n'étant pas organique, contrairement à l'OLED, il n'y a pas de molécules dont la durée de vie peut avoir tendance à s'étioler assez rapidement, entre guillemets. Le micro-LED est donc auto-émissif comme l'OLED, mais garantit une meilleure durabilité dans le temps ainsi qu'une meilleure luminosité. Encore plus loin dans l'horizon, Face ID et l'ensemble de ces capteurs devraient pouvoir être placés sous l'écran, ce qui nous permettra d'avoir enfin un écran bord à bord parfait. Pas d'encoche, pas de poinçon, pas de caméra rétractable, l'écran ultime par excellence. Pour l'heure, certains modèles de smartphones s'y sont essayés. Je fais référence notamment à l'Axon 20 5G, lequel permet, grâce à une différenciation des pixels au niveau des capteurs, d'enfouir ces derniers sous
sous l'écran. Le problème est que la résolution est très faible et ces fameux pixels sont parfois visibles, tout particulièrement lorsque vous exposez le smartphone à une lumière blanche. Il faudra encore attendre quelques années avant que cette technologie ne délivre toutes ses promesses. Quid de l'iPhone pliable? S'il doit y avoir un appareil Apple pliable, je pencherai plutôt du côté de l'iPad, peut-être un iPad Pro qui pourrait se plier et devenir un iPad mini. Un tel usage pourrait être à mon sens plus pertinent. Quant au modem, il se murmure que Apple est prévu de construire le sien de A à Z d'ici 2024. Tout comme ses processeurs actuellement, Apple veut à terme pouvoir s'assurer une mainmise sur sa chaîne de production en vue de s'assurer une optimisation parfaite sur tous les aspects possibles et imaginables. Cela permettra-t-il une réduction des prix? Bien évidemment que non, nous parlons d'Apple. Pour conclure, petit coup de gueule sur la disparition de 3D Touch, soit ce retour haptique à plusieurs niveaux de profondeur qui, il me semble, a disparu à partir de l'iPhone 11. Étant possesseur de l'iPhone 10, j'apprécie beaucoup cette fonctionnalité dans la mesure où elle offre une petite touche de confort supplémentaire et pour un appareil de luxe tel que l'iPhone, ce n'est pas trop demandé. L'avoir supprimé afin de faire des économies m'apparaît assez aberrant, même si je sais que beaucoup de clientes et beaucoup de clients Apple n'en ont pas grand chose à cirer. Cela étant dit, j'ose espérer qu'un jour ou l'autre 3D Touch fera son grand retour. Je ne changerai pas mon iPhone 10 tant que 3D Touch ne sera pas revenu dans l'escarcelle Apple. You got me, Tom Cook. Du côté des iPads, pas grand chose à dire. Il se murmure que l'iPad pourrait passer à une technologie d'écran dite mini LED. Concrètement, on reste toujours sur du LCD, à savoir du rétro-éclairage, qui ne permet pas d'avoir ces fameux noirs absolus de l'OLED. Cela étant dit, sur le mini LED, il faut comprendre que les sources de rétro-éclairage étaient si nombreuses, présentes par milliers, qu'elles permettaient plus ou moins de se rapprocher du noir absolu, du contraste infini de l'OLED. À voir. Quoi qu'il en soit, à terme, nous passerons du mini LED à l'OLED. Du côté de la famille Mac, Apple commence à prouver avec ce processeur maison M1, disponible actuellement sur le MacBook Air 12 pouces, il me semble, et le MacBook Pro 13 pouces. Apple prouve qu'il peut effectivement proposer des ordinateurs plus puissants et plus autonomes que les anciens processeurs Intel, sans compter une rapidité encore plus fluide. Ce qu'il manque au processeur silicone, ce sont quelques mois, si ce n'est quelques années supplémentaires, afin que l'ensemble des applications externes et environnements externes, je songe notamment à Windows, puissent être compatibles à leur tour. Dans tous les cas, les processeurs ARM vont permettre, à mon sens, de façonner les ordinateurs parfait du futur. Le design des différents Mac devrait bénéficier d'une refonte, réduction des marges, disparition du menton pour l'iMac, plus fin, plus léger. Et tout comme l'iPad, nous devrions avoir le droit au mini LED, soit un contraste absolu proche de l'OLED, sans le phénomène de rémanence. Et Apple pourrait passer de l'aluminium au titane en ce qui concerne ses châssis, soit un matériau très noble qui garantit une résistance particulièrement élevée. Tout comme l'iPad, le mini LED ne devrait être qu'une transition avant l'OLED puis le micro LED. Outre cela, le connecteur magnétique MagSafe pourrait refaire son apparition et plus généralement grâce au processeur ARM, les environnements macOS, iPadOS, iOS, watchOS devraient finir par être unifiés afin d'avoir des applications qui puissent être utilisées dans la plupart des cas. Petit plus, l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch pourraient être rechargés par onde millimétrique via l'iMac, sans fil. Donc, quid de l'Apple Watch? Il se murmure que le prochain modèle bénéficiera d'un capteur glycémique, particulièrement utile pour les diabétiques. L'avantage ici est qu'il n'y aura pas besoin de se percer la peau. À voir si ce capteur optique de glycémie sera véritablement utile. Pareillement, nous devrions passer de l'OLED au micro LED et l'Apple Watch ayant l'écran le plus petit, ce sera probablement le premier modèle à bénéficier de cette fameuse technologie micro LED. Du côté des accessoires, vous pourrez noter des AirPods qui seront plus compacts et à terme, j'ose espérer, notamment pour les AirPods Pro, une réduction de bruit active
totale, histoire de ne plus avoir à entendre les voisins, les marmots, être dans sa petite bulle. Les AirTags, des piles boutons que vous pourrez placer sur votre trousseau de clés, votre carte bancaire, votre sac à main, etc. devraient être annoncées très prochainement. Elles permettront de géolocaliser n'importe quel objet pour peu que vous y placiez ces AirTags. Pratique. Quant à l'HomePod, cette enceinte connectée, j'espère que Apple fera preuve d'un peu plus d'ouverture et permettra à Spotify notamment d'être enfin accessible. C'est la raison principale pour laquelle je n'ai pas craqué pour cette enceinte. Je trouve assez ridicule qu'Apple soit si borné à contraindre les utilisatrices et utilisateurs à n'utiliser que Apple Music. Bouh. Côté service, Apple Fitness Plus devrait finir par être disponible en France et permettre à tout un chacun d'avoir une sorte de catalogue assez fourni en termes de santé mais aussi de divertissement avec Apple Vidéo. Quand bien même ce dernier peine à décoller comparé au mastodonte Netflix et Disney+, qui montent très vite vers le sommet, sans omettre Prime Video de Amazon et HBO Max. C'est l'heure d'aborder les nouveaux produits. À commencer par les voitures automatiques. Cela fait longtemps que Apple a dans ses cartons une voiture électrique et automatique qui porterait son étiquette, mais le problème réside dans la rentabilité d'un tel projet. Au final, il se pourrait que Apple opte pour un service de transport automatique, autrement dit sans chauffeur, du Uber sans conducteur. Cette flotte de voitures automatiques pourrait être disponible via éventuellement un abonnement ou à l'unité, et disponible au moins dans un premier temps dans les grandes villes, peut-être leur périphérie. La technologie de détection d'obstacles et de personnes commence à atteindre un niveau d'exigence assez élevé, supérieur à la perfectibilité humaine. Nous aurions donc une sécurité accrue à la fois pour les clientes et clients, mais aussi pour les piétonnes et piétons. Puis pour certains d'entre nous, le fait de ne pas avoir à composer avec une tierce personne, être seul dans un véhicule, peut être un atout, que ce soit en termes de sécurité ou en termes de confort. Dans un monde où l'automatisation commence à supplanter de nombreux secteurs, à Paris, les lignes de métro sont de plus en plus automatisées. Il en sera de même par la suite pour les bus, les tramways. Ce projet de flotte automatique me paraît particulièrement judicieux. Mais passons au casque virtuel, lequel combinerait réalité virtuelle et réalité augmentée, soit de la réalité mixte. Il pourrait y avoir notamment des verres qui s'assombrissent et s'éclaircissent en fonction de l'utilisation. Vous voulez jouer à un jeu vidéo en réalité virtuelle, les verres s'assombrissent. Vous voulez avoir de la réalité augmentée pour par exemple disposer du mobilier virtuel dans votre maison pour voir à quoi ça ressemble, les verres s'éclaircissent. A priori, il ne s'agira que d'un marché de niche, il n'y aura que 250 000 exemplaires qui seront livrés dans la première année. Le prix pourrait approcher les 3 000 € l'unité. Nous aurons une douzaine de caméras pour le suivi des mains, 2 écrans 8K pour une définition exemplaire, une technologie avancée de suivi des yeux et une diffusion des caméras en temps réel afin de combiner réalité augmentée et réalité virtuelle. Tout cela sera évidemment compatible avec les différents produits Apple, iPhone, Apple Watch via la Digital Crown. Mais pourquoi un produit ciblé dans un premier temps pour un marché de niche? Le casque virtuel n'est en quelque sorte que la première étape. Les lunettes connectées seront la version aboutie, beaucoup plus compacte, beaucoup plus légère et avec une réalité augmentée à portée de main. Admettons que vous cherchez une localisation précise, plutôt que de regarder votre iPhone, les lunettes connectées afficheront un itinéraire directement sous vos yeux, ce qui pourrait être plus pratique pour peu que l'on omette le port des fameuses lunettes. Rien que ça, à mon sens, pourrait poser problème en termes des ventes futures de ces lunettes-là. Si l'on devait parler de version parfaite, ce serait plutôt des lentilles connectées. Pour l'heure, nous savons qu'en termes de neurobiologie, des avancées particulièrement importantes commencent à être faites. Je songe notamment à Elon Musk et son entreprise Neuralink qui permet d'implanter une puce directement sur le cerveau afin d'établir une connexion avec différents appareils connectés. Récemment, Neuralink a permis à un singe de pouvoir jouer au jeu Pong avec la seule force de sa pensée, sans aucune manette. Ça fait un peu Black Mirror dit comme ça. Dans un horizon encore plus large, nous finirons par avoir la maison connectée. Avec la 5G qui finira par s'installer dans nos foyers, tout sera connecté. Lorsque vous serez devant votre paillasson, il n'y aura plus besoin de sortir la petite clé. Face ID ou Siri se chargera d'ouvrir la porte à votre place. Tout sera à portée d'iPhone, tout sera à portée de voix. Si l'on reste
optimiste, cela devrait nous faciliter grandement le quotidien. Siri, notamment avec les progrès de l'intelligence artificielle et du deep learning, qui lui permet d'apprendre au fur et à mesure de ses erreurs via leur rectification, nous pourrions avoir des assistants véritablement utile au jour le jour. Pour peu que l'on ne se fasse pas pirater et que l'intelligence artificielle ne développe un niveau tel qu'elle réalise que l'être humain ne sert à rien et qu'il vaut mieux l'éliminer de la surface de la planète. Qui la remerciera au passage. Il n'empêche que ce futur paraît dingue. Du moins d'un point de vue technologique. D'un point de vue social, économique, allez savoir. Combiner numérisation, automatisation et robotisation, vous obtenez des pans immenses de métiers qui finiront par être remplacés tôt ou tard par des robots. L'employé finira par être considéré comme disposable. Mais ceci est un autre débat, un autre sujet que j'aborderai probablement tôt ou tard. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.